Ce soir, nous recevons le professeur Pierre Milza. Le professeur Pierre Milza est né en 1932 à Paris. Il est agrégé d'histoire et docteur ès lettres. Il a un parcours fort intéressant. De 1961 à 1963, il a été professeur de collège. 1964-1966, professeur agrégé d'histoire au lycée Michelet de Vanves. 1966-1968, attaché de recherche au CNRS. 68-77, assistant puis maître assistant à l'Institut d'études politiques de Paris. 78-2000, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris. Et depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui, donc, il est directeur du Centre d'histoire de l'Europe du XXe siècle à la Fondation nationale des sciences politiques. Ses spécialités: il est historien du XXe siècle. Ses centres d'intérêt portent sur l'histoire des relations internationales, l'Italie contemporaine, les fascismes et l'histoire de l'immigration en France. Il est président d'honneur de la Société d'histoire moderne et contemporaine, président d'honneur du Centre d'études et de documentation sur l'émigration italienne et du Comité franco-italien d'études historiques. Il est directeur de la Revue d'histoire moderne et contemporaine. Ses publications, il est l'auteur de nombreux ouvrages, j'en citerai quelques-uns, les plus récents: Les fascismes, à l'Imprimerie nationale en 1986, Fascisme français, passé et présent, Flammarion, 1988, Sources de la France du XXe siècle, Larousse, 1997, Mussolini, chez Fayard, en 1999. Professeur Pierre Milza, je vous laisse la parole. Merci. Que ce soit sous la forme achevée qui caractérise les dictatures totalitaires de l'entre-deux-guerres, ou sous la forme plus embryonnaire des mouvements que l'on qualifie parfois de pré-fascistes à la charnière du XIXe ou du XXe siècle, le fascisme est fondamentalement un phénomène européen. Qu'on le veuille ou non, il est indissolublement lié à notre histoire. Il est un produit de notre passé commun et comme tel, aussi douloureux que puisse être l'examen de mémoire, il doit être regardé en face, non comme un simple accident de parcours, une maladie morale, comme le disait l'Italien Benedetto Croce, stylé à un organisme sain, mais comme le point d'aboutissement d'un cheminement idéologique et culturel qui s'enracine profondément dans l'histoire. Ne serait-ce que pour mieux comprendre et pour réagir efficacement aux résurgences possibles, sinon déjà en situation, de vieux démons que l'on aurait pu croire enterrés et dont on aurait pu croire qu'ils ne hantaient plus que la mémoire fossilisée de quelques nostalgiques de l'ordre nouveau hitlérien. C'est Edgar Morin qui pensait l'Europe impose à ceux qui en acceptent le défi de ne pas vaciller entre complaisance et masochisme et de ne pas ignorer les zones d'ombre et d'inconscience qui parasitaient notre propre raison et notre propre sens de l'universel. Fin de citation. Le fascisme et la barbarie qu'il a engendrée, principalement dans sa version hitlérienne, ne sont donc pas étrangers à l'Europe. Le fascisme est né en Europe, il s'est développé au lendemain de la Première Guerre mondiale dans un contexte spécifiquement européen. Les régimes auxquels il a donné naissance, l'ordre nouveau qu'il a voulu instaurer, sont propres à notre continent. La guerre qu'il a pensée, voulu et finalement déclenchée en 1939 a été d'abord une guerre européenne avant de s'étendre en Europe, qu'elle a été livrée et gagnée par les adversaires de l'Axe. Enfin, né pourtant de l'exacerbation du nationalisme, il a nourri chez un certain nombre d'intellectuels une vision pan-européenne qui est idéologiquement aux antipodes de celle que les démocrates de sensibilités politiques diverses essaient, bon an, mal an, de faire vivre depuis une cinquantaine d'années, mais qui continue d'irriguer tout un secteur de la pensée d'extrême droite. Alors c'est un peu ces trois faces, si vous voulez, que je voudrais examiner avec vous. Pourquoi le fascisme?
Comment le champ d'attraction des fascistes s'est-il étendu avant et après le deuxième conflit mondial à une fraction importante du continent européen? Y a-t-il eu un préfascisme européen et a-t-il laissé des traces? Pourquoi l'Europe a-t-elle engendré le fascisme? Pourquoi l'Europe a-t-elle engendré le fascisme? Je dirais que le fascisme au sens générique du terme, pas seulement donc au sens du fascisme italien, est le produit d'une histoire dont les épisodes se situent en Europe. Ils s'articulent autour de 3 faits majeurs. Le premier de ces faits, c'est la véritable crise de civilisation qui accompagne en Europe la seconde révolution industrielle. C'est de ça d'abord dont je vous parlerai. Une transformation radicale des structures de l'économie capitaliste qui s'opère au cours des 2 dernières décennies du XIXe siècle. Elle est caractérisée, entre autres, par d'importants changements technologiques, par l'utilisation de nouvelles sources d'énergie, c'est à ce moment-là qu'apparaissent le pétrole, l'électricité, par l'avènement d'une production de masse qui implique une concentration géographique et sociale des entreprises, par la nécessité qui s'impose aux puissances industrielles de contrôler les sources de matières premières et les possibilités d'écoulement de leur production, les marchés, si vous voulez, les effets de cette seconde vague d'industrialisation, la première c'est celle qui a eu lieu en France et en Angleterre dans la première moitié du siècle, caractérisent l'ère de l'impérialisme ou l'âge de l'impérialisme et touchent inégalement les différents États, tout en s'accompagnant d'immenses bouleversements dans le domaine social et dans le domaine culturel. La concentration financière et industrielle a fortement ébranlé les sociétés européennes et modifié les rapports de force entre les catégories qui les composent. Partout en Europe, mais davantage encore dans les pays où l'industrialisation a été tardive et où par conséquent elle a été rapide, dans la mesure où ils ont voulu rattraper les autres, c'est-à-dire l'Allemagne, la Russie et l'Italie, et vous allez voir que c'est effectivement les 3 pays où vont se développer des régimes, non pas fascistes pour les 3, mais totalitaires dans les 3 cas, on observe une déstructuration rapide de la société. L'exode rural, tout comme les phénomènes de migration internationale, prennent une ampleur qu'ils n'avaient pas connue jusqu'alors. Si bien que plongé dans l'univers tourmenté des grandes cités industrielles, on parle des villes tentaculaires, jeté sur les routes incertaines et périlleuses de l'exil, songez aux Italiens qui franchissent les Alpes en plein hiver pour venir s'installer en Provence, l'homme européen subit, et je crois que c'est fondamental, un profond déracinement. Une rupture avec son milieu d'origine, avec son passé, qui affecte fortement ses idées et son comportement. L'affaiblissement ou la disparition des structures d'encadrement du corps social provoque son atomisation et inaugure l'ère des masses. La disparition de ces structures d'encadrement, c'est le métier, c'est la corporation, c'est la communauté villageoise, c'est la paroisse, c'est la famille élargie. Tout ça éclate, explose avec cette deuxième révolution industrielle et provoque l'atomisation, c'est-à-dire la transformation de la société en masse, définie par les masses, définie par Hannah Arendt comme des agrégats d'individus atomisés. Cette transformation s'accompagne d'une accélération, sans précédent, peut-on dire, des progrès scientifiques et techniques. L'homme, principalement l'homme européen, élargit sa vision du monde, il va plus vite, beaucoup plus vite, il voit plus loin, beaucoup plus loin, il élargit sa connaissance de l'infiniment grand, le télescope, et de l'infiniment petit, le microscope, il multiplie par 10 ou par 100 sa capacité de production, et il répand sur tous les continents les produits de son industrie et de son savoir. Il en résulte pour beaucoup d'Européens une croyance, une espérance prométhéenne de domination de la nature, mais également pour beaucoup d'entre eux une espèce de désarroi, un désarroi de l'individu
devant un monde qui change trop vite et dont les limites lui échappent. En même temps, de nouveaux moyens de communication se développent, les chemins de fer, le bateau à vapeur, l'automobile, les premiers aéronefs, le téléphone, qui tendent à rétrécir les distances et à accélérer le rythme de la vie. Cumulant leurs effets déstabilisateurs, ces révolutions ponctuelles modifient la perception traditionnelle du temps, de l'espace, et développent chez certains une sorte de religion de la vitesse qui va trouver son expression artistique, littéraire, philosophique même, dans le futurisme préfasciste. Et n'oubliez pas que les futuristes en Italie sont massivement rejoints Mussolini en mars 1919. L'ébranlement du corps social pose aux classes dirigeantes de nouveaux problèmes. Le plus préoccupant est précisément celui de l'intégration des masses, de celles notamment qui, détachées du milieu rural, ont rompu sans transition avec les cadres de la société traditionnelle. Pensez que l'un des maîtres d'ouvrage de Maurice Barrès s'appelle « Les déracinés ». Dans le même temps, de nouvelles catégories sociales apparaissent dont l'objectif est de remplacer les élites en place, ou du moins de partager avec elles la direction des affaires. Dans certains pays, je dirais que l'évolution s'est faite sans trop de heurts. Dans un pays comme la France, par exemple, disons plus généralement, les démocraties occidentales, l'alliance de fait de la bourgeoisie et des classes moyennes, que Gambetta appelait les nouvelles couches, est un fait à peu près acquis, qui s'est fait par le biais notamment de l'école républicaine. Mais dans d'autres pays, une véritable concurrence pour le pouvoir s'installe entre les élites dirigeantes en place et les classes moyennes, lesquelles sont elles-mêmes divisées entre les catégories qui profitent de la nouvelle économie, comme on dirait aujourd'hui, de l'industrialisation, de la modernisation, de la sophistication de l'appareil d'État, les fonctionnaires, les gens des professions libérales, les ingénieurs, les techniciens, etc. Et au contraire, les vaincus de la révolution industrielle, ceux qui ne profitent pas des transformations, mais au contraire en subissent les conséquences, les artisans, les petits commerçants, les petits propriétaires, les intellectuels déclassés, tous menacés de marginalisation. Et notez bien que les trois grands dictateurs du XIXe siècle, Staline, Hitler, Mussolini, appartiennent à ces catégories. Mussolini, fils d'institutrice, devenant lui-même instituteur, mais sans travail, ne trouvant pas de poste, est obligé de s'exiler en Suisse au début du siècle, non pas pour des raisons politiques, non pas, comme on l'a dit, pour ne pas faire son service militaire, mais pour trouver du travail. C'est un émigré du travail. Hitler, fils d'un petit fonctionnaire autrichien, qui va, sans être véritablement le clochard, le SDF qu'il décrit dans Mein Kampf, et quand même vit dans des conditions qui ne sont pas celles de son milieu, dans le Vienne ou dans le Munich d'avant 1914. Quant à Staline, fils d'un artisan de la chaussure, un artisan cordonnier, il verra son père être obligé d'abandonner sa boutique et devenir employé, ouvrier dans une usine de Géorgie. Ces vaincus de la révolution industrielle, de la deuxième révolution industrielle, comme les émigrés récents des campagnes, ont, face à la société industrielle bourgeoise et à la démocratie libérale, une attitude de rejet, de refus, qui s'exprime dès cette époque dans des courants très divers qui combattent la démocratie et prônent la violence. Le socialisme révolutionnaire, le syndicalisme révolutionnaire, la révision gauchisante du marxisme d'inspiration sorelienne, Georges Sorel, le blanquisme et bien sûr le nationalisme. Tout ceci débouche sur une véritable révolution culturelle. La science est la première contestée, et surtout l'idée qu'elle est à l'origine, grande idée du XVIIIe siècle, du progrès et du bonheur de l'humanité. Au cours des 15 dernières années du siècle, l'édifice déterministe, rationnel, subit une série d'assauts qui ébranlent fortement ses fondations. Les travaux de Max Planck, de Louis de Broglie, d'Einstein, de Lorentz bouleversent les conceptions traditionnelles concernant l'espace, le temps, la matière. On voyait jusqu'alors, depuis Newton, ou même depuis Descartes, ou même depuis Galilée, le monde comme une mécanique
une horlogerie, disait Voltaire, et Voltaire ajoutait, puisqu'il y a une horlogerie, il faut bien un horloger. Eh bien, ce monde rationnel, mécanique, rassurant, il explose à la fin du XIXe siècle. Et en même temps, donc la science remet en cause la vision du monde, et elle est en même temps contestée comme source de progrès. Un demi-siècle après le credo scientiste et positiviste d'Ernest Renan, c'est le mathématicien Henri Poincaré qui dit « La science sera toujours imparfaite, elle n'est qu'une classification, une façon de rapprocher les faits que les apparences séparent. » Si bien que le culte scientiste se trouve ébranlé, contesté de toutes parts, et avec lui la primauté absolue qui était conférée au rationnel, qui était la base de la philosophie des Lumières, imposée, nous sommes aux bourgeoisies depuis le XVIIIe siècle. Philosophie quasi officielle des classes dirigeantes occidentales, le positivisme se trouve battu en brèche par des conceptions qui réhabilitent l'instinct, la foi, l'action, et c'est ainsi que la pensée de Bergson et celle de Nietzsche, d'ailleurs déformée très largement, le renouveau religieux en sont des manifestations caractéristiques, tout comme l'engouement pour le sport et le réveil des cultures populaires. Je vous rappelle que le jeune Charles Maurras, avant de devenir le maître à penser de l'Action française, est passé par les félibriges provençaux. Tel est le climat dans lequel se développe au cours des 2 ou 3 dernières décennies du siècle, la première décennie du XXe siècle, des mouvements, des idéologies qui peuvent être considérés comme les antécédents directs du fascisme. Ces pré-fascismes se nourrissent d'une thématique qui tire sa substance du rejet de la démocratie, de la société bourgeoise et de ses valeurs, tantôt empruntées à la pensée contre-révolutionnaire, tantôt inspirées d'un césarisme populiste qui, en France, a pris le visage du bonapartisme, tantôt encore se rattachant à l'extrémisme de gauche et en particulier à la révision par Sorel du marxisme et du syndicalisme révolutionnaire. Si bien que dès la fin du XIXe siècle a commencé ainsi à s'opérer la synthèse du nationalisme et de divers courants de l'ultra-gauche qui constituent l'essence même du phénomène fasciste. Le deuxième événement, il est capital, c'est la guerre. C'est la guerre de 14. Les bouleversements liés en effet au premier conflit mondial ne pouvaient qu'accuser ces diverses tendances. Tout d'abord, bien sûr, les atrocités, les horreurs des combats inclinent les Européens à voir se briser l'image rassurante et idéalisée qu'ils s'étaient faite de l'humanité et de son histoire. On avait l'impression que l'histoire allait dans le sens du mieux-être, du bonheur, du progrès et de la démocratie, et puis tombe cette guerre atroce. Ils constatent que la foi dans la domination rationnelle du monde et dans la vertu civilisatrice de la science n'est qu'une illusion face à la montée des forces brutales, de la barbarie et face à la guerre industrielle. Il en résulte une nouvelle poussée de contestation des valeurs humanistes au profit, dans toute une partie du monde combattant, pas dans tout le monde combattant, parce qu'en même temps tout le monde combattant pacifiste, mais dans toute une partie du monde combattant, notamment chez les vaincus, d'une culture de guerre privilégiant l'héroïsme, la fraternité virile des tranchées, le culte du chef, le goût de l'aventure et de la violence. La guerre a d'autre part produit un profond bouleversement de la société, elle a renforcé les oligarchies industrielles et financières, elle a enrichi spéculateurs et intermédiaires, elle a créé des solidarités interclassistes entre les combattants. Songez à la manière dont Renoir a rendu ça dans La Grande Illusion, hein, le capitaine d'aviation et le capitaine sorti du rang, Pierre Freinet et Jean Gabin. Et puis, la guerre a pesé lourdement sur les masses urbaines et surtout sur les masses rurales, la paysannerie qui a payé le prix le plus cher puisqu'elle a constitué l'essentiel de l'infanterie, c'est-à-dire de la chair à canon. Les classes moyennes ont été particulièrement touchées. Jusqu'en 1914, le déclin économique de la petite bourgeoisie n'avait touché que certains secteurs et peu affecté son prestige. Avec la guerre, le déclassement devient patent, manifeste, aussi bien pour les petits entrepreneurs et les modestes propriétaires fonciers que pour les épargnants et les rentiers, les petits rentiers.
De surcroît, ce sont les classes moyennes qui ont fourni les contingents les plus nombreux d'officiers et de sous-officiers de réserve, d'infanterie. Ce sont elles qui ont été le plus brutalement décimées. Aussi, leurs représentants éprouvent-ils fréquemment un ressentiment très vif à l'égard des classes dominantes et de l'État libéral qui n'ont su ni éviter la guerre, ni empêcher leur ruine, ni aider à leur réinsertion dans la vie civile. Le fascisme se nourrira de cette réaction de petits bourgeois devenus des anciens combattants, souvent héroïques, et qu'animent volonté de changement, nostalgie de la fraternité égalitaire des tranchées, ressentiment contre les politicards, les planqués, les embusqués, les profiteurs de guerre, etc. Tels sont les mobiles qui conduiront un certain nombre d'entre eux à suivre Hitler ou Mussolini. Le troisième élément, c'est le réflexe contre-révolutionnaire. La vague révolutionnaire qui prolonge dans toute l'Europe la révolution bolchevique constitue le troisième élément qui explique l'essor du fascisme. Du côté des catégories économiquement dominantes, a joué la volonté de trouver, face à la montée révolutionnaire, à la menace révolutionnaire, un instrument de défense sociale, non pour établir une dictature durable, mais dans le souci de mener une contre-révolution préventive et de mettre temporairement en place un régime d'état de siège. Du côté des classes moyennes, qui vont fournir au fascisme, au mouvement fasciste, l'essentiel de leurs cadres et de leurs troupes, domine l'hostilité aux élites en place et la volonté de s'ériger en élite de remplacement. Non pour détruire le système fondé sur la libre entreprise et sur la propriété, mais tout simplement pour en prendre le contrôle. Certes, ces catégories intermédiaires appellent de leur vœu un changement profond, radical, et contestent aux oligarchies en place la direction de l'État libéral en situation de détresse, mais elles ne veulent pas d'une révolution de type bolchevique qui les alignerait sur le prolétariat. Elles n'ont donc le choix qu'entre une alliance avec les élites dominantes ou bien la fuite en avant dans des mouvements extrémistes, anticapitalistes et antimarxistes qui seront à leur tour récupérés par la classe dirigeante. Dans les pays où les traditions démocratiques sont peu enracinées, les conditions d'intégration des classes moyennes et des masses médiocres et la poussée communiste très forte, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Italie, nombre de représentants de la petite bourgeoisie choisissent dès la fin de la guerre le refus, l'évasion, la violence dans les escouades fascistes, dans les escouades du premier fascisme et dans les corps francs qui combattent en Allemagne la révolution spartakiste. Dans un contexte de peur du communisme et de ses méthodes terroristes, qui n'est pas un pur fantasme, comme le montrent tous les travaux récents qui portent, archives russes à l'appui, sur le léninisme et sur le communisme de guerre, petits bourgeois déclassés, marginaux, jeunes officiers incapables de se réadapter à la vie civile trouvent dans ces organisations une structure d'accueil qui répond à leurs préoccupations. La fuite dans l'aventure et le nihilisme, la survivance de la fraternité des tranchées, l'exaltation de la nation qui a remplacé comme mythe révolutionnaire la révolution sociale, et aussi, il faut bien le dire, la solution à leurs problèmes matériels, c'est-à-dire la prise en charge, leur prise en charge par les représentants des grandes entreprises ou par, disons, ce qu'on appelle les agrariens, les grands propriétaires et les industriels. Si bien qu'il se constitue ainsi, face à une situation de détresse née de la guerre et de la contagion révolutionnaire, une alliance de fait entre les élites en place et ceux-là même qui, puisant dans l'outillage idéologique façonné par le XIXe siècle dans sa période antipositiviste, contestent l'État libéral bourgeois et l'hégémonie des grands intérêts privés. C'est de cette alliance circonstancielle qu'est née la chance du fascisme dans l'Europe de l'entre-deux-guerres. Voyons maintenant, ce sera le deuxième point, le champ d'attraction du fascisme européen. Et tout d'abord, Italie et Allemagne, deux régimes totalitaires. En effet, si on observe une prolifération extrême
des mouvements fascistes ou fascisants dans l'Europe des années 20 et des années 30, seule l'Italie, à partir de 1922, et l'Allemagne, à partir de 1933, se sont dotés l'une et l'autre d'un régime qui, stricto sensu, peut être qualifié de fasciste. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas des régimes de dictature. Et même, je dirais quelquefois que ces régimes de dictature, s'agissant de l'Italie, peuvent être pires. L'Espagne de Franco, au niveau des massacres, a été beaucoup plus loin que l'Italie mussolinienne. Ce n'est pas le problème. Il s'agit d'essayer de distinguer entre ces différents régimes. Si les régimes autoritaires de l'entre-deux-guerres, l'Estado Novo portugais, le franquisme, la dictature de Pilsudski en Pologne, le régime paternaliste et social-chrétien de Dollfuss en Autriche, je vous donne que quelques exemples, le régime de Métaxas en Grèce, etc., et les fascismes proprement dits, relèvent d'une même catégorie qui est celle des dictatures nationalistes, ils diffèrent sur un point fondamental qui est leur appartenance ou non à la mouvance des totalitarismes. Alors, par totalitarisme, notion, vous le savez sans doute, éminemment discutée et que rejettent tous ceux, notamment, qui refusent simplement de comparer communisme et fascisme ou communisme et nazisme, nous n'entendons pas, bien entendu, une doctrine, mais bien davantage une pratique qui peut servir des objectifs tout à fait différents. Cette pratique a pour objet l'encadrement des populations aux fins de nouvelles structures afin de leur donner une volonté unique et homogène. Le totalitarisme fasciste a pour objet de transformer l'individu tel qu'il se développait jusqu'alors en un homme nouveau, le mot apparaît de manière permanente, modelé sur l'objectif idéologique que s'assigne le régime, lequel diffère selon les cas. En Italie, il s'agit de faire de l'individu un sujet, un serviteur zélé, dévoué jusqu'à la mort à l'État éthique et à son chef, l'un et l'autre exalté et quasi divinisé. Dans l'Allemagne hitlérienne, le totalitarisme nazi vise à créer une race pure, entre guillemets, les non-ariens étant progressivement réduits à un statut subordonné, voire purement et simplement éliminés. Des différences, donc, au niveau des objectifs, mais aussi d'incontestables similitudes entre ces deux régimes, au niveau des structures et au niveau des moyens. D'abord, la volonté, pour parvenir au résultat souhaité, d'étendre à toute la population le contrôle du pouvoir, et pas seulement, comme dans les dictatures classiques, d'exercer surveillance et répression sur une partie du corps social. À cet égard, le totalitarisme fasciste est une forme de dictature moderne, adaptée au siècle des masses et utilisant bien évidemment toutes les techniques fournies par les moyens modernes de communication, par les mass médias. Ensuite, le totalitarisme ne limite pas son action au seul domaine politique ou politique et social, il entend que l'homme, dans sa totalité, soit soumis au formatage, on dirait aujourd'hui, au remodelage souhaité par les détenteurs du pouvoir. C'est pourquoi la vie professionnelle, les loisirs, la vie familiale, les croyances, l'éthique et même l'esthétique ne peuvent échapper à l'emprise de l'État totalitaire. Si vous voulez une comparaison, le Second Empire se souciait fort peu qu'à côté de l'art académique qu'il protégeait, qui était l'art officiel, se développa un art d'avant-garde, l'impressionnisme, en rupture avec l'esthétique dominante. Au contraire, le totalitarisme nazi poursuit de ses foudres l'art moderne qu'il juge décadent et impose un art figuratif néoclassique, seul compatible avec ses conceptions racistes. En d'autres termes, le propre du totalitarisme fasciste est de tenter d'inclure la sphère du privé dans le champ d'action du pouvoir, de manière à remodeler, ou plus exactement, à modeler l'homme nouveau. Vise à abolir la société civile que les dictatures classiques respectent dès lors qu'elles ne menacent pas leur pouvoir. Alors bien sûr,
cet objectif n'a été réalisé complètement nulle part. Ce totalitarisme a été beaucoup plus poussé en Allemagne qu'en Italie, mais dans aucun cas le projet totalitaire, parce qu'il n'a pas eu le temps, n'a été jusqu'à son achèvement. Il reste que le totalitarisme fasciste et nazi implique l'élimination de toutes les structures de la société qui s'opposeraient à la réalisation du but fixé en permettant à l'individu d'échapper à l'entreprise d'encadrement mise en place par le pouvoir. De là, la suppression des partis politiques, des syndicats, des associations non reliées au pouvoir et non reliées aux partis. De là également les conflits avec les églises, en particulier à propos de l'encadrement et de la formation de la jeunesse. De là enfin l'emprise et l'omniprésence du parti unique, qui est un élément qui permet d'ailleurs de fortement distinguer les régimes totalitaires fascistes des régimes simplement autoritaires. Le parti unique, le vrai parti unique, pas le parti de gouvernement, tel que pourra l'être la phalange entre les mains de Franco, à la fois donc une milice armée au service des détenteurs du pouvoir, un instrument de contrôle et d'encadrement physique et idéologique des masses, une structure privilégiée de formation et de promotion de la nouvelle élite, en même temps que la matrice de l'homme nouveau. Quelques mots peut-être rapidement pour vous dire que l'un des moyens de permettre de distinguer le fascisme des autres formes de dictature tient au fait qu'on peut, parce que quelquefois on essaie de comparer, par exemple, un mouvement fasciste en France, il n'y a pas eu de fascisme en France, dit-on, un mouvement fasciste en France en 1934 et en 1936, par exemple au fascisme italien, en oubliant qu'on ne parle pas du même stade de développement du fascisme. Bon, moi, si vous voulez, très brièvement, je distingue dans l'histoire des fascismes, des deux fascismes européens, qui se sont transformés en pouvoir, qui se sont transformés en États fascistes, 4 stades d'évolution. Le premier, c'est le stade du premier fascisme, qui est celui de la naissance spontanée, dans un contexte de crise grave, de mouvements extrémistes issus principalement des classes moyennes, et qui s'opposent, comme je vous le disais tout à l'heure, à la fois aux élites dirigeantes et aux forces révolutionnaires de l'extrême gauche, antilibérales, antidémocratiques, anticommunistes, promettant à une population en situation de détresse le retour de l'âge d'or. Ce premier fascisme, tendanciellement totalitaire, s'efforce d'encadrer et d'enrégimenter les masses dans un seul but, qui est la prise du pouvoir. C'est, si vous voulez, la phase révolutionnaire ou contestataire du fascisme qui fait miroiter aux victimes de la crise l'espoir de lendemain meilleur. À ce stade, le premier fascisme a connu une extension géographique très importante. Il y a eu des partis fascistes à peu près dans tous les pays, mais il garde un caractère, sinon groupusculaire, du moins avec des effectifs médiocres. Le deuxième fascisme, le second fascisme, naît à partir du moment où les dirigeants du mouvement prennent conscience qu'ils ne réussiront pas à parvenir au pouvoir sans l'appui ou du moins la neutralité bienveillante des cadres traditionnels de la société. Il s'applique donc à passer une espèce d'alliance, un compromis avec les anciennes élites, avec les classes dirigeantes, abandonnant les articles de leur programme susceptibles de les effrayer, et notamment celles qui ont trait à une redistribution du pouvoir économique ou aux entraves à la liberté d'entreprise. C'est ainsi que, rompant le premier avec son programme de 1919, le second avec celui de 1920, Mussolini et Hitler parviennent au pouvoir grâce à ce compromis et avec l'accord, au moins tacite, des milieux dirigeants traditionnels. Le troisième fascisme, c'est celui du fascisme au pouvoir. Fondé sur le compromis entre le fascisme et les élites traditionnelles, il est le lieu de multiples contradictions. D'une part, l'ancienne classe dirigeante conserve une large part du pouvoir dans l'économie, la haute administration, la justice, l'armée, la diplomatie, mais le champ de son influence tend à se restreindre avec le temps, ses aspirations se trouvant souvent en désaccord avec les objectifs du régime. D'autre part, une place de plus en plus importante, de plus en plus large, est faite au cadre du parti unique, instrument de la prise en main de
totalitaire de la société. À bien des égards, l'histoire des régimes fascistes et nazis peut être décrite comme celle d'une espèce de guerre d'usure entre les deux forces qui ont fait alliance pour établir la dictature. En Allemagne, la victoire du parti nazi est quasi immédiate, après la grande démonstration terroriste en juin 1934 de la nuit des longs couteaux. Les couches dirigeantes traditionnelles n'ont plus qu'une solution, ou entrer en résistance, et vous savez qu'il y a très peu de résistants en Allemagne pour les raisons que l'on connaît de la terreur, ou bien d'adhérer au Troisième Reich. En Italie, au contraire, le groupe dirigeant fasciste a eu beaucoup plus de mal à imposer sa révolution culturelle aux forces conservatrices, lesquelles, tout en acceptant de collaborer avec le dictateur, ont longtemps conservé une forte influence. C'est d'ailleurs largement pour éliminer celle-ci et pour substituer l'hégémonie politique, idéologique et culturelle du parti à celle de l'intelligentsia traditionnelle, qui était encore, si vous voulez, foncièrement attachée au conservatisme et au catholicisme, que Mussolini a entrepris, au lendemain de la guerre d'Éthiopie, de radicaliser son régime dans un sens totalitaire. À la limite, on a abouti à un quatrième stade, à un stade vraiment un système totalitaire pur, à un fascisme intégral, dans lequel le chef charismatique et la nouvelle élite, constituée par le parti, ou par une aristocratie militaire et raciale créée de toutes pièces et fanatisée, c'est le cas de la SS, finissent par imposer leur action autonome, mais ce quatrième stade n'a guère été atteint qu'en Allemagne à partir de 1942, c'est l'État SS. J'en arrive maintenant aux imitations et aux contagions du fascisme. L'implantation, d'abord durant la première décennie de l'après-guerre, par réaction à la vague révolutionnaire, puis dans les années qui suivent le déclenchement de la Grande Dépression mondiale, c'est-à-dire les années 30, de régimes dictatoriaux, installés ou non à la suite d'un coup d'État militaire, ne doit donc point faire illusion. Aucun de ces régimes ne peut, à proprement parler, être qualifié de fasciste. Ils ne se fondent ni sur les mêmes assises sociologiques, ni sur le même projet de société. Ici, c'est le plus souvent la classe dirigeante traditionnelle, majoritairement composée de propriétaires terriens qui exercent le pouvoir directement ou par militaires interposés et qui imprime ses directives au régime d'exception qu'elle a mis en place. Elle n'a pas, comme en Italie ou en Allemagne, le souci de fonder sa légitimité sur un consensus populaire plus ou moins artificiellement entretenu, et le but qu'elle s'est assigné n'est pas de forger un homme nouveau, une humanité nouvelle, mais de faire revivre les institutions traditionnelles, puis de fixer la société dans sa forme restaurée. Lorsque Franco arrive au pouvoir, prononce en 1939 un discours dans lequel il dit ce que je veux faire, c'est rétablir l'Espagne, restaurer l'Espagne traditionnelle. Non pas créer un régime nouveau, un homme nouveau, restaurer l'Espagne traditionnelle. Le fascisme est cependant présent à deux niveaux dans ces régimes classiquement réactionnaires. D'abord dans le style qu'adoptent souvent leurs dirigeants par souci d'efficacité, pour se donner l'illusion du consensus, ou simplement parce que ça fait partie de l'air du temps. Un homme comme Gömbös, par exemple, qui accède à la direction du gouvernement hongrois en 1932, affectionne les grands rassemblements de masse, les défilés des milices nationalistes, les acclamations scandées par la foule pour le guide bien-aimé de la nation hongroise, Salazar, Metaxas, Franco, après la victoire des forces nationalistes, ne répugnent également ni au moment de communion avec la foule, ni au déploiement de milices armées et de mouvements de jeunesse enrégimentés par le régime. Cela n'en demeure pas moins radicalement distinct, ces régimes n'en demeurent pas moins distincts des régimes totalitaires de masse. Le fascisme stricto sensu, cette fois, est également présent dans ces pays sous la forme originelle des mouvements fascistes, en ce sens que de nombreuses organisations se réclament de lui et présentent par leur base sociale, par leur idéologie, par leur phraséologie révolutionnaire,
par la violence de leurs méthodes, des traits qui sont effectivement ceux du fascisme. Mais les rapports, notez-le bien, entre ces mouvements contestataires et les pouvoirs autoritaires qui règnent à ce moment-là dans les États de l'Europe centrale, orientale et méditerranéenne sont rarement au beau fixe. On aboutit même parfois à de véritables conflits ouverts entre la dictature, qui s'appuie davantage sur la paysannerie et la bourgeoisie, et la petite bourgeoisie, et ces mouvements, entre la dictature qui s'appuie surtout sur les forces conservatrices et ces mouvements qui s'appuient sur la paysannerie et sur ce qu'il y a de classe moyenne dans ces pays, beaucoup moins nombreuses que dans les pays industrialisés. En Roumanie, par exemple, pour prendre un exemple, en Roumanie, devant la poussée fasciste incarnée par le mouvement de la garde de fer de Codreanu, c'est le roi, c'est le souverain en personne, le roi Carol, qui a recours en 1938 à un coup de force, suivi de la dissolution de tous les partis et de la liquidation physique de Codreanu et de ses amis et de ses partisans, c'est-à-dire du chef de la garde de fer, c'est-à-dire du chef du parti fasciste. Et on pourrait multiplier les exemples en Pologne, en Autriche, avec les Heimwehren de Starhemberg, tantôt utilisés par le pouvoir, tantôt au contraire s'opposant au pouvoir, on pourrait trouver des situations analogues. Dans les pays de l'Europe du Nord et de l'Ouest, où la démocratie repose sur des traditions anciennes et sur l'adhésion d'une fraction importante des masses, les partis fascistes ou fascisants, voire simplement réactionnaires, ne parviendront pas, eux, à s'emparer du pouvoir. Ils connaissent toutefois un essor spectaculaire, notamment en France, où la poussée des ligues, vous le savez, débouche sur les événements du 6 février 1934, sur une véritable crise de régime. 2 ans plus tard, le PPF de Doriot, de l'ancien communiste Jacques Doriot, représente une force véritable, en même temps qu'un mouvement qui est très proche du mouvement fasciste italien. En revanche, en Grande-Bretagne, la British Union of Fascists de Mosley ne rassemble qu'une vingtaine de milliers de personnes. En Belgique, aux Pays-Bas, vous avez au contraire, dans les années 35-36, une montée en force de ces mouvements fascistes qui vont d'ailleurs retomber dans les années 37-38, parce que là, il y a un rapport étroit entre la crise économique, sinon la fin, du moins la diminution de la crise économique, et puis d'un côté la montée du fascisme, et au contraire la redescente du fascisme. Le Parti populaire de Doriot, en 1938, est devenu complètement exsangue. Très rapidement, car il me reste 10 minutes, je voudrais aborder un autre problème, puisque nous parlons du fascisme européen, qui est une autre question. Y a-t-il eu un fascisme pan-européen, ou si vous préférez, une internationale, ou une tentation d'une internationale fasciste? Je serai très bref. Il y a une première tentative par Mussolini dans les années 1933, 34, 35, où sous la houlette d'une organisation qui s'appelle les comités d'action pour l'universalité de Rome, Mussolini va tenter de rassembler les mouvements qui se disent, qui se veulent, ou que lui-même considère comme authentiquement fascistes. Et ça aboutira d'abord au financement de ces mouvements par Mussolini. On ne le savait que certitude, parce que nous avons les archives du ministère de la Propagande, du ministère de la Culture populaire. Nous savons qui a été payé, Buccar en France, José Antonio Primo de Rivera en Espagne, Mosley en Angleterre, et puis ça a débouché sur une tentative de rassemblement de ces organisations avec un congrès qui a eu lieu à Montreux en 1934. Mais très vite, on s'est aperçu qu'en fait, ce que voulait Mussolini, c'est dans chaque pays une clientèle qui pouvait l'aider dans sa politique étrangère, et non pas une internationale fasciste, parce qu'il ne souhaitait absolument pas la mise en place de régimes fascistes dans un pays comme la France ou comme l'Angleterre. Il préférait de beaucoup une démocratie qui lui paraissait décadente et vis-à-vis desquelles il se sentira davantage en position de force. La deuxième étape, c'est évidemment l'ordre nouveau hitlérien, avec un discours sur l'ordre nouveau européen, mais un ordre qui, dans la pensée d'Hitler et dans les réalisations d'Hitler, est un ordre hiérarchisé, où certains sont plus égaux que d'autres, si je puis dire. C'est quand même la prolifération, l'extension, pendant la période hitlérienne. Je vous ai parlé de régimes qui étaient seulement des régimes dictatoriaux, autoritaires. Or, ces régimes qui vont devenir des États alliés d'Hitler vont devenir effectivement des régimes fascistes. C'est le cas en Slovaquie, c'est le cas en Croatie, c'est le cas en Roumanie,
et c'est le cas également en Hongrie, où alors là, ces fascistes qui avaient été marginalisés pendant la période précédente, les croix fléchées en Hongrie, la garde de fer en Roumanie, eh bien, vont arriver au pouvoir avec l'occupation allemande. Vous savez néanmoins que Hitler, l'idée de la collaboration avait surtout pour effet, en tout cas dans nos pays occidentaux, de créer des gouvernements qui aident Hitler dans sa politique extérieure, et non pas de voir se développer dans un pays comme la France un régime de type nazi. Il n'en reste pas moins du brassage de la Deuxième Guerre mondiale que ça a favorisé l'idée d'un ordre européen fasciste, et que notamment un élément essentiel dans la mémoire d'ailleurs des néo-nazis, ça a été le phénomène de la SS, car le phénomène de la SS est devenu un phénomène européen. À partir d'un certain moment où Hitler avait besoin d'hommes, il a intégré dans la SS la division Charlemagne, la division SS Wallonie, c'est-à-dire des gens appartenant à d'autres pays que le Grand Reich et qui s'engageaient dans cette SS qui était justement à ce moment-là en train de se constituer en État à l'intérieur même de l'État nazi. Tout cela favorisait effectivement l'idée d'un pan-européisme fasciste. Enfin, bien sûr, les intellectuels. Jamais... toujours en quête d'une utopie. Et effectivement, il y a un certain nombre d'intellectuels fascistes qui, à partir d'un certain moment, ont transcendé, ont dépassé l'idée nationale pour songer à un fascisme européen. J'en citerai trois, encore que l'un des trois n'a pas été proprement parlé un fasciste, il y a Jünger. Jünger est un nationaliste, un ultranationalisme. On peut le définir plutôt comme un partisan de la révolution conservatrice. C'est quand même un officier allemand occupant à Paris, et Jünger préconise l'idée d'une droite réactionnaire européenne. C'est Drieux-La Rochelle. Drieux-La Rochelle, vous savez, qui après avoir souhaité la victoire du Grand Reich, va dire, eh bien, maintenant j'attends les Huns. Et les Huns, c'est les Russes. Bon. Et qui pense à ce moment-là à la création d'un nouvel ordre fasciste ou communiste, en tout cas qui ne soit pas l'ordre démocratique et qui sera européen. Le troisième, il est moins connu en France, du moins dans la plupart des milieux. Dans les milieux d'extrême droite, il est au contraire très connu, puisque c'était un des grands penseurs de la nouvelle droite aujourd'hui. C'est l'Italien Julius Evola. Julius Evola, qui est l'un des théoriciens de l'antisémitisme et du racisme en Italie, et qui est... il vivra d'ailleurs au lendemain, il a été gravement blessé, estropié pendant la guerre, pendant les bombardements, et il continuera de publier des livres pendant une vingtaine d'années, et il va développer cette idée d'un panfascisme européen. Je dirais, pour conclure, si vous voulez, que c'est un petit peu cela qui est resté. Dans l'Europe d'aujourd'hui, bien sûr, nous assistons de temps en temps, à la montée en puissance de forces qui sont quelquefois rapidement qualifiées de fascistes ou de néo-nazis, qui ne sont pas d'ailleurs sans manifester une certaine tendresse ou une certaine nostalgie pour cette période, dont nous avons pu penser à un moment d'ailleurs qu'elles allaient se rassembler dans un néo-fascisme pan-européen. On a l'impression qu'un certain nombre de ces organisations, le MSI italien qui est devenu Alliance nationale, ont tendance au contraire à rechercher une normalisation, une participation à la vie politique. Il n'en reste pas moins que tout cela a laissé des traces dans les mémoires et que, pour conclure, je pense que la question que vous vous posez, c'est après avoir parlé longuement de ce fascisme européen, est-ce que ça peut revenir? Mon impression personnelle est qu'il peut revenir autre chose. Avant le fascisme, nous avons connu des dictatures. Le bonapartisme a été une dictature, et il y en a eu beaucoup d'autres. Après le fascisme, nous avons connu, et dans l'Europe d'aujourd'hui, il existe encore des dictatures. Sous la forme fasciste, je ne le pense pas, et qu'en tout cas, il y ait aujourd'hui un danger véritable à voir se reproduire ce qui s'est passé dans les années 20, dans les années 30, je dirais que ce qui ressemble le plus à ce que je vous ai dit au début de cet exposé, c'est la crise de civilisation. C'est le monde qui se met à tourner à toute vitesse. C'est l'impression du déracinement. C'est l'impression que tout nous échappe. Ça, oui. Et ça a produit, effectivement, nous le savons, la montée du Front National, à bien des égards, s'inscrit dans ce désarroi devant un monde qui n'est plus tout à fait celui que les gens ont connu. Mais il y a deux choses, deux éléments fondamentaux qui ne sont pas là.
pour transformer ce qui n'est que tendanciel en une véritable réalité, en un véritable danger, c'est d'une part la guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, qui a été déterminante pour transformer ces velléités en une réalité profonde, et puis également la menace révolutionnaire. Elle a cessé d'exister. Donc voilà, je vous rappelle simplement que je suis historien et non pas devin, que je ne peux que donner mon sentiment sur la manière dont je ressens le monde dans lequel nous vivons en tant qu'historien, mais que l'histoire ne passe pas nécessairement par les chemins que nous croyons ou nous croyons qu'elle allait passer. Je vous remercie. Vous n'avez parlé du fascisme en France qu'à propos du Parti populaire français de Doriot ou de Charles Maurras. Est-ce à dire que vous refuseriez le qualificatif de fasciste au régime de Vichy lui-même, en dépit du culte du chef, des milices, des pleins pouvoirs, du culte de la famille et des valeurs terriennes, et ainsi de suite? Alors d'abord, je précise que j'ai parlé de Maurras avant et je ne considère pas Maurras comme fasciste. Maurras est un réactionnaire, monarchiste, que vous voulez, pas les mouvements fascistes. Il y a eu d'autres mouvements fascistes que le PPF. J'ai été très très vite dans cette période. Alors, votre question, ce qui est fondamental dans votre question, c'est Vichy a-t-il été fasciste? Non. Vichy a été une dictature épouvantable. Vichy a été une dictature réactionnaire. Si on peut le comparer à quelque chose, c'est au franquisme ou au régime de Salazar, ça ne le blanchit absolument pas. Ce n'est pas un régime totalitaire. La première chose qu'il essaye de faire, c'est de rétablir justement ces corps intermédiaires et non pas de créer un État nouveau, un État totalitaire avec de nouvelles structures. Alors, je dis ça, si vous voulez, c'est uniquement pour, en tant que politologue qui essaye de classer les choses. Ça ne veut pas dire pour autant, vous le comprenez bien, que je considère que le régime fasciste est moins abominable que le régime de Vichy, est moins abominable que le régime notamment fasciste italien. J'ai souvent l'habitude de dire, je préfère un soldat italien fasciste qui monte la garde devant la synagogue de Nice pour arrêter les policiers de Vichy qui, eux, ne sont pas fascistes, mais qui viennent arrêter les Juifs pour les envoyer en déportation, que ces policiers de Vichy. Donc, vous voyez, c'est plus une question de définition que d'horreur ou pas horreur. Il y a des dictatures qui n'ont pas été fascistes, qui ont été beaucoup plus sanglantes, et je dirais aujourd'hui encore, que ne l'a été le régime fasciste. C'est uniquement dans ce sens que je cherche la distinction, et non pas pour distribuer des bons ou des mauvais points, ou pour dire Vichy, ça a été nécessairement... Parce que le mot fasciste, dans le vocabulaire d'aujourd'hui, il a pris évidemment une connotation tout autre, c'est devenu un mot joker. On l'emploie dès qu'on voit un mouvement... extrémiste. Ça ne résout pas le problème. Je dirais même que ça le complique et qu'il faut toujours voir son ennemi en face et savoir le définir. Alors, la France, parce que c'était un vieux pays, parce qu'elle avait mis en place des structures démocratiques, pour des tas de raisons, parce qu'elle n'a pas connu les mêmes crises que les autres, n'a pas eu de régime fasciste, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu un régime qui est tout à fait, un régime qu'on peut considérer comme tout à fait abominable. Oui, là-haut. Il y a quelques... voilà. Oui, bonjour monsieur. Vous avez dit tout à l'heure que, enfin à l'instant, que vous essayez d'être un politologue qui essayez de classer un peu les choses. Alors, je vais vous poser la question directement. Le Front National, pour reprendre une expression d'un président de la République qui est actuellement au pouvoir, est un parti raciste et antisémite. Est-ce que c'est un parti fasciste? Et si oui, pourquoi ne l'interdit-on pas en France? C'est un parti. Alors, je me suis longuement exprimé par écrit sur le Front National et même à la télévision. Sur le Front National est-il fasciste? Je dirais la même chose. C'est pas parce qu'on va le baptiser fasciste qu'il va être plus ou moins dangereux. C'est un parti qui rassemble des gens de la droite ultra traditionnelle, des déçus de la droite classique et des fascistes, beaucoup moins aujourd'hui d'ailleurs qu'au moment de sa création, qui soit, comme vous dites, et vous avez raison, même s'il avance à visage couvert, n'annonce pas la couleur raciste et antisémite, c'est un fait, mais Vichy était, bien sûr, raciste et antisémite.
Alors, le problème de l'interdiction ou pas de l'interdiction, c'est un problème qui me dépasse. Faut-il interdire? Est-ce que ça a pour effet d'arrêter ou au contraire de renforcer? J'en sais rien. Moi, ma réaction, si vous voulez, à votre question, c'est non, c'est pas un régime fasciste, mais de même que pour Vichy, il vaut pas mieux pour autant. Parce que dans l'histoire de l'extrême droite en France, même avant 1914, on le voit au moment de l'affaire Dreyfus, vous avez eu des mouvements qui étaient des mouvements racistes, qui étaient des mouvements antisémites, et le fascisme n'existait pas encore. Voilà ce que je peux répondre à votre question. Oui, madame. Moi, je voudrais vous poser une question sur le Japon, parce que vous avez démarré sur l'Europe, et j'aurais voulu savoir, parce qu'à la même époque, au Japon, il y a un régime militaro-industriel très nationaliste qui se met en place, qui démarre la Seconde Guerre mondiale en 1937 en envahissant la Chine. Je voulais, parce que vous avez vraiment situé ça sur l'Europe, je pense que c'est tout à fait exact, enfin ça c'est pas du tout quelque chose que je conteste, mais justement le problème du Japon, est-ce que c'est, on dira, parce que c'est l'Occident, donc effectivement 1868, la révolution Meiji, etc. Donc eux aussi, ils ont cette déstabilisation d'une révolution industrielle très rapide, et finalement ils sont proches de ce qui se passe en Europe, ou bien est-ce que, pourtant c'est quand même en Asie que ça se passe. Bien. Alors, d'abord, vous avez raison. Moi, j'ai axé sur l'Europe parce que j'ai essayé de trouver un angle d'attaque pour parler 50 minutes. Mais dans le livre que j'ai fait sur le fascisme au XXe siècle, il y a les fascismes extra-européens. Il y a le péronisme, il y a le gétulisme au Brésil, il y a le kémalisme. Tous ces régimes nationaux populistes posent le problème d'une relation avec le fascisme. Le Japon, c'est un peu plus compliqué. Le Japon, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des apparences. D'abord, il y a l'axe Rome-Berlin-Tokyo. Bon. Donc c'est l'un des trois alliés, il marche avec les deux régimes totalitaires. Il y a incontestablement un totalitarisme japonais. Incontestablement. Alors, est-ce que faut l'appeler fasciste? C'est un choix de mots. Ce qu'il faut noter, c'est qu'au Japon, il y a ce totalitarisme, mais il est en même temps fondé sur une légitimité extrêmement ancienne, qui est celle de la famille impériale. C'est-à-dire que au Japon, le pouvoir en place, il peut se targuer de 2000 ans d'existence. C'est d'ailleurs ce qui fait que lorsque les Américains vont se poser le problème de la bombe ou pas la bombe en 1945, ils vont donc demander, le Truman va demander aux experts japonologues qu'est-ce qui va se passer, combien de temps va durer la guerre? Et la réponse est, ces gens-là sont tellement fanatisés autour du culte de l'empereur qu'ils se feront hacher jusqu'au dernier. Ils se feront tuer jusqu'au dernier. Donc, si vous voulez, il y a ce phénomène-là. Le Japon, c'est un régime traditionnaliste à bien des égards qui prend la forme, qui prend le visage du fascisme. Mais la distinction avec beaucoup d'autres régimes qui sont des simples dictatures, c'est que là, il y a véritablement un totalitarisme. Car j'ai parlé du totalitarisme fasciste, j'ai parlé du totalitarisme stalinien, on peut parler du totalitarisme japonais, mais il y a d'autres formes de totalitarisme. À partir du moment où le totalitarisme est que la sphère du privé est complètement mangée par le reste, il y a beaucoup d'autres formes de totalitarisme. Les régimes islamiques, à bien des égards, sont des régimes totalitaires. On ne va pas les baptiser fascistes pourtant, mais ils sont totalitaires. Donc, vous voyez, la distinction, elle se fait là, mais incontestablement, le Japon est un cas à part, c'est un régime totalitaire, alors que dans le fond, dans l'Europe de 1939, il n'y en a qu'un très petit nombre. Oui, monsieur. J'ai deux choses à dire. La première, j'ai cru comprendre que vous disiez que la révolution était finie. C'est-à-dire qu'avec la chute du communisme, il n'y avait plus de révolution. Et à mon avis, la révolution n'a jamais été aussi présente. Je dirais même omniprésente. Quand on commence, quand un État, je dirais, quand on peut tuer ses enfants, quand on marie les homosexuels, si ce n'est pas une révolution, je dirais, la révolution, elle est abominable. Elle est abominable. Donc je dirais, elle est plus que jamais présente, elle est plus que jamais à combattre, je pense. Ça, c'est une chose. La deuxième, ce que vous avez dit sur Vichy est inadmissible. Silence, s'il vous plaît. Ce que vous avez dit sur Vichy, ne peut être accepté. Je suis un petit peu plus âgé que vous, j'ai 3 ans de plus que vous, donc j'ai connu certaines choses que vous n'avez pas connues. Et en tant qu'historien, vous ne pouvez certainement pas nier, je dis bien, vous ne pouvez certainement pas nier que Vichy a épargné la vie à 84% des Juifs français. 84% des Juifs français, je le dis bien. Quelle est votre question? Okay. Monsieur, là devant. Non. Merci. Vous me permettrez de ne pas répondre à ce type de provocation.
Quant au Pax, monsieur, s'il n'y a que ça pour menacer l'ordre public et l'ordre social, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de chemises noires dans les rues dans les jours qui viennent. Question suivante. Question suivante. Non, nous sommes dans un débat démocratique, chacun s'exprime. Monsieur, s'il vous plaît. Je me distance naturellement de l'antisémite qui m'a précédé, mais je voudrais vous rappeler qu'il y a un seul petit fascisme qui a subsisté jusqu'aujourd'hui. Jabotinsky, donc vous connaissez sûrement le nom, a créé le mouvement révisionniste à l'intérieur du sionisme, qui est un mouvement du type fasciste et qui a subsisté sous d'autres appellations ou sous d'autres formes exactement encore aujourd'hui, et ça joue un rôle dans la politique actuelle en Israël. Alors, j'interviens uniquement parce que je trouve, vous avez dit les fascismes sont enfin, je dis des choses grossièrement, sont terminés, ce qui est tout à fait juste, mais ce petit fascisme a subsisté. À Paris, il y a des jeunes gens du Bétard. Le Bétard était le mouvement de jeunesse des révisionnistes. Voilà, je voulais vous rappeler cela. C'est une droite ultra, c'est une extrême droite. J'ai publié un livre, je ne l'ai pas écrit, mais j'ai publié en tant qu'éditeur aux éditions Complexes à Bruxelles il y a quelques années un livre sur la droite sioniste. Bon, auquel évidemment il y a Jabotinsky. Alors baptiser ça fascisme, bon, c'est votre droit. Personnellement, je considère ça comme une extrême droite parmi beaucoup d'autres. Oui, monsieur. Là-haut. Ça marche? Ça marche? Oui, ça marche. Bon, je voudrais poser une question encore plus contemporaine que celle de monsieur l'autre tout à l'heure. Monsieur Poutine est venu hier en France. Je ne veux pas être polémique, hein. Je veux faire ça sur le plan scientifique. Alors, monsieur Poutine est venu voir. Alors, il paraît qu'on peut remplacer, ça fait plaisir aux écologistes, le nucléaire par le gaz russe. Or, les gens du nucléaire sont tout à fait d'accord. On devra un jour aller prendre en Sibérie le gaz russe. Mais alors, les conditions. Alors, hier, je ne suis pas le seul à dire ça, Madame Françoise Thom du CNRS, qui est un illustre professeur ici en France, elle a écrit un article dans Le Monde où elle nous rappelle, Rapallo et d'autres choses, les renversements d'alliances après là, entre 1920 et 40. D'autre part, M. Poutine a fait chasser l'an dernier le ministre de l'Intérieur d'Ukraine et un autre, le chef de la police, je crois, parce que l'Ukraine voudrait faire passer le gaz par l'Ukraine. Et Poutine a donné ses conditions pour qu'on envoie le gaz. Sans condition, il faut qu'on accepte le contrat et l'union avec Gazprom, la plus grande société de gaz. Quelle est votre question, monsieur? Alors, ma question est, bon, la politique internationale, vous avez vu à Prodi, c'est la même chose. M. Poutine est allé voir, il fait ses conditions pour envoyer le gaz pour nous sortir de nos difficultés. Bon, alors, d'autre part, vous parlez du désarroi. À l'époque, tout de même en 1939, nous avions l'impression que nous étions les plus forts. C'est plus le cas maintenant. Il y a du désarroi. On donne le Prozac, on se drogue avec le Prozac pour résister à la... Votre question, monsieur, s'il vous plaît. Alors la question est, nous n'avons plus le fascisme sous ses formes, mais nous avons le totalitarisme. Vous êtes sur toutes les listes du fisc, et d'ailleurs, je ne raconte pas d'histoire, je peux vous apporter une liste sur laquelle je suis. Hein. Ça fait 300 l'administration. Alors, donc, il y a quand même une connaissance de la démocratie qu'on n'a plus. Est-ce que vous... Voilà, je voudrais avoir un sentiment. Ma question, est-ce qu'on ne peut pas dériver politiquement, internationalement, au point que les gens développent leur désarroi et puis ils adhèrent à tout ce qui se présentera? Merci. Très sincèrement, le lien entre la question que vous posez ou que vous ne posez pas et ce que j'ai essayé de développer, c'est-à-dire le fascisme, me semble un lien extrêmement ténu. C'est pas en tant qu'historien du fascisme que je serais peut-être, j'aurais envie de vous répondre plutôt comme historien des relations internationales, c'est que le problème du gaz russe, du gaz naturel russe, est une vieille antienne qui remonte aux années 60 et 70.
La France a eu des tas de problèmes à ce moment-là avec les États-Unis pour ce problème du gaz russe. Et voilà. Oui, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, je me présente. Je suis monsieur Jean-Bruno Gallois. Je ne suis pas historien, mais je cherche à comprendre la vérité. Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question-là, sans vouloir attenter à la vie privée de quoi que ce soit. On a vu défiler monsieur Mitterrand avec les camelots du roi. Il y a une photographie du temps de, je crois, j'ai peur de me tromper, on a vu défiler monsieur Mitterrand avec les camelots du roi. En criant Métèque, je peux vous retrouver la photographie. Je suis pas historien, mais peut-on parler, en quelque sorte, des camelots du roi sont-ils des fascistes? Bien, vous faites allusion à une photographie publiée dans la revue tout à fait honorable, s'appelle l'Histoire. Mitterrand, camelot du roi, Mitterrand, homme d'extrême droite, jeune homme d'extrême droite, il y a un livre là-dessus, une jeunesse française, qui est tout à fait intéressant. C'est une réalité. C'est une réalité qu'il a fait d'ailleurs tout ce qu'il a pu pour qu'elle soit connue. Je pense que Mitterrand, ce qu'il a voulu, c'est à peu près régler tous les problèmes avec lui-même avant sa mort, pour que, dans le fond, il soit jugé sur la totalité de son personnage. Bon. Alors, que sur une photo, on puisse l'entendre dire « à bas les métèques », ça... La caméra explore le temps n'était pas là. On n'a pas la caméra et on n'avait pas le perchiste pour l'entendre dire « à bas les métèques ». Mais, il appartenait à une organisation où il suivait une organisation qui, elle, criait « à bas les métèques ». C'est une réalité. Là encore, pour répondre précisément et directement à votre question, c'était l'Action française. C'est-à-dire, c'est l'extrême droite française, avec sa culture, qui depuis la fin du XIXe siècle est une culture raciste et une culture antisémite. Alors ça fait ni de Mitterrand, ni de Maurras, ni de l'Action française des fascistes, mais ça fait des gens qui se sont parfaitement accommodés du régime de Vichy parce qu'ils répondaient à un certain nombre de leurs attentes, et en particulier celle-ci. Donc voilà ce que je peux répondre à votre question. Pardon? Ah, tout à fait. Oui, merci, monsieur, s'il vous plaît. Il y a des antisémites, hélas, dans tous les compartiments du jeu. Je suis désolé. Et depuis, vous savez, à la fin du XIXe siècle, au moment du 1er mai, et du moins l'anniversaire de la semaine sanglante, l'anniversaire de la Commune, il y avait des défilés, et ça a duré très longtemps, au mur des Fédérés. Moi, j'ai regardé les rapports de police des années Dreyfus, si vous voulez, des années 95-1900, qui entourent finalement l'affaire Dreyfus, les années de l'affaire Dreyfus, et je constate, puisque là vous aviez à chaque fois un commissaire de police qui fait un rapport quotidien au préfet de police, et il raconte que dans l'Assemblée, dans les gens qui défilent, il y a un certain nombre de gens avec des drapeaux rouges qui crient « Vive la Commune, vive la Révolution, à bas les Juifs !» Donc vous avez non seulement, hélas, un antisémitisme et de droite et d'extrême droite, mais un antisémitisme d'extrême gauche, et qui a donné lieu, au cours des dernières décennies, au développement d'un mouvement qui s'appelle la vieille taupe, et qui est devenu même révisionniste et négationniste. Donc je dirais l'appartenance à un courant politique, hélas, puis voir aussi ce qui s'est passé dans les pays de l'Est en termes d'antisémitisme, l'appartenance à un courant politique de gauche, hélas, ne vaccine pas contre le racisme et contre l'antisémitisme. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Je vous ça marche. remercier le conférencier pour son remarquable exposé, mais je voulais lui poser deux questions. La première question, c'est le rôle de la caste militaire et militariste, qu'elle soit en France ou bien en Prusse, dans le passage au mouvement d'extrême droite et le passage à la violence de ces forces. Et d'autre part, ayant subi le régime de Vichy, puisque j'y étais, je pense qu'il se rapproche plus du fascisme qu'il ne semblerait d'après son exposé. Merci, monsieur. Alors, pour la deuxième question, j'ai déjà donné ma réponse, mais j'estime qu'on peut tout à fait avoir un autre point de vue. Je suis tout à fait prêt à l'accepter. En tout cas, mon point de vue n'écrase évidemment pas les autres. Alors, pour la première question,
s'agissant notamment de l'Allemagne, vous avez dit quel est le rôle de la caste militaire, notamment la caste militaire prussienne, dans l'avènement du Troisième Reich. C'est un phénomène assez compliqué. La caste militaire prussienne, elle est d'extrême droite. Elle est classiquement d'extrême droite. Elle est favorable à un pouvoir fort. Elle est favorable à un régime autoritaire. Et dans un double but, d'abord parce qu'elle appartient à l'aristocratie et qu'elle veut rétablir l'Allemagne traditionnelle, donc elle est anti-politique république de Weimar, et d'autre part, elle veut quelqu'un qui puisse venger finalement la défaite de 1918. Alors de là à dire qu'elle a fait le lit du national-socialisme, oui et non. Oui, dans la mesure où ils n'ont pas pris les armes, hein, et je dirais même qu'à certains moments, ils ont été, en 1920, non pas du côté du national-socialisme, mais du côté du putschisme. Pensons au putsch de Kapp. Puis David Hitler, c'est un petit peu plus compliqué. L'état-major et les hobereaux poméraniens, prussiens, donc la caste militaire, elle a ses hommes à elle. Et notamment, elle a von Schleicher. Et ce qu'aurait souhaité, en fin de compte, la caste militaire, c'est que l'un d'entre eux fasse tout simplement un putsch militaire et prenne le pouvoir pour établir provisoirement un régime militaire. Parce que Hitler, quand même, c'est pas leur homme. D'abord, il n'est que caporal. Il représente un personnage véritablement ne relève pas du tout du même milieu que. Cela dit, à partir du moment où Hitler est au pouvoir, où il offre à la classe militaire la possibilité de la revanche, où il arme le pays, où il rétablit le service militaire, où il crée une grande Wehrmacht, de larges secteurs de la Wehrmacht vont être favorables à Hitler. De larges secteurs, mais pas toute la Wehrmacht. Et vous n'oubliez pas que l'une des oppositions fondamentales à Hitler pendant toute la durée du régime, ça a été l'armée allemande. Pas toute l'armée allemande, toute une partie de l'armée allemande qui est au contraire très hitlérienne, mais certains secteurs de l'armée allemande vont constamment comploter contre Hitler, s'opposer à Hitler, et je vous signale que, je vous rappelle, parce que vous le savez bien sûr, que le grand attentat contre Hitler, celui de juillet 1944, qui a failli d'ailleurs de peu lui coûter la vie, c'est l'attentat du colonel von Stauffenberg, et qu'au lendemain de cet attentat de von Stauffenberg, Hitler a fait arrêter des dizaines et des centaines de représentants de cette classe militaire et les a fait massacrer dans des conditions épouvantables. Sauf Rommel, parce que Rommel était quand même un personnage qui avait un tel charisme, hein, l'homme, le renard du désert, avait un tel charisme qu'on n'a pas pu l'abattre et le torturer. Mais vous savez qu'on lui a donné un revolver pour qu'il se suicide. Et qu'en revanche, tous les autres sont morts dans des souffrances atroces, et on dit et on sait que dans le bunker de Berlin, dans les derniers jours, sous les bombardements, alors que les Russes arrivent, Hitler se faisait repasser les films de la mise à mort de ces dirigeants de la Wehrmacht. Et puis, il y a les SS. Et les SS, c'est une armée dans l'armée, ou plutôt c'est une armée contre l'armée. Les SS ont tendance à jouer un rôle de plus en plus important, vont même quelquefois, pendant la bataille de Russie, faire en sorte que les divisions de la Wehrmacht soient mises dans des zones particulièrement à risque pour les faire massacrer dans leur projet, qui est un projet de conquête de l'État nazi de l'intérieur. Monsieur, s'il vous plaît. Je voudrais poser une question un peu dans l'esprit de votre exposé. Vous avez bien pris soin de faire la différence entre les dictatures et les fascismes. Et il y a une question quand même que je me pose. Vous avez bien aussi souligné les trois éléments principaux qui ont conduit au fascisme. Et une question me reste, c'est qu'est-ce qui a fait quand même que dans les deux principaux exemples qu'on a, le nazisme et le fascisme italien, l'un s'est développé et s'est un peu essoufflé et finalement n'a pas atteint le degré d'horreur qu'a atteint le nazisme. Qu'est-ce qui a fait que ces deux mouvements qui finalement ont beaucoup de points communs, de similitudes, ont complètement divergé dans leurs effets? Une excellente question. En Italie, les magistères traditionnels, la classe dirigeante si vous voulez, traditionnelle, offrent une résistance beaucoup plus forte qu'en Allemagne. En Allemagne, vous savez, Visconti a bien rendu ça dans son film sur l'Allemagne, le crépuscule des dieux, hein, l'alliance très vite entre les nazis et la classe dirigeante, parce que la classe dirigeante, les damnés ou le crépuscule des dieux.
Parce qu'en Allemagne, la classe dirigeante a toujours, depuis le 19e siècle, était, il y a cela, des tas de raisons, la religion protestante, etc., dans le sens de l'État, de l'obéissance à l'État. En Italie, les choses sont différentes. Les modèles culturels de la bourgeoisie italienne, les modèles culturels de la classe dirigeante italienne sont beaucoup plus des modèles français que des modèles allemands. Donc il y a une plus forte résistance de la classe dirigeante italienne et de la population italienne. Puis il y a un élément qui est très fort, c'est le catholicisme. C'est la papauté et le catholicisme. Même si le pape s'allie à bien des égards avec Mussolini, mais la religion catholique est un pôle de résistance, est un môle de résistance à la fascisation. Et puis surtout, il y a le fait que le régime est beaucoup moins terroriste, est beaucoup moins totalitaire, est beaucoup moins sanglant. Il y a des prisons, il y a des gens qu'on envoie dans les bagnes de feu. Le régime fasciste, il est compris entre deux guerres civiles sanglantes, celle de 24, 25, 26 et celle de 43, 45. Mais entre ces deux pôles, il est relativement modéré par rapport au nazisme. En Allemagne nazie, la répression est immédiate, elle touche tout le monde et elle est terrifiante. Alors il y a un faisceau de raisons, si vous voulez, les unes d'ordre historique lointain, le protestantisme, c'est-à-dire l'obéissance, en fin de compte, du pouvoir religieux au pouvoir étatique, cuius regio, cuius religio, et qui n'existe pas en Italie. Il y a un faisceau de raisons qui explique cela, alors que Mussolini a eu 20 ans pour transformer les choses et pour créer son homme nouveau, et qu'Hitler, en quelques années, obtient cette espèce d'adhésion de la population. Songez à ce film, très beau d'ailleurs du point de vue formel, de Leni Riefenstahl, la cinéaste préférée d'Adolf Hitler, sur le congrès de Nuremberg. Ça doit être le congrès de Nuremberg de 1934 à 1935. C'est un film extraordinaire au niveau du signifiant et de ce qu'il veut imposer comme idée. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Les premières images, on voit une perspective à vol d'oiseau, la ville de Nuremberg. Et la ville de Nuremberg, c'est une ville de maisons à colombage. Donc c'est une ville médiévale. Ça incarne la tradition. C'est l'Allemagne de la tradition. Et puis sur cette Allemagne de la tradition, qui est la ville de Nuremberg, vous voyez se profiler les ailes d'un avion. L'homme nouveau, le chef charismatique envoyé par les forces profondes, arrive et vient apporter à l'Allemagne la révolution, la revanche, la disparition des ennemis raciaux, et c'est l'avion d'Hitler. Ah, c'est la première séquence du film. Ensuite, on voit Hitler descendre, monter dans sa voiture et aller, c'est la journée du parti à Nuremberg, et aller jusqu'au stade de Nuremberg où va avoir lieu cette cérémonie. Et il n'y a pas eu besoin de truquer, on sait aujourd'hui ce qu'il y avait derrière. Il n'y a pas eu besoin de truquer. Tout Nuremberg était dans la rue, à acclamer le Führer. Il y a eu un consensus beaucoup plus fort, même s'il y a eu un consensus en Italie, beaucoup plus fort, qui est à la fois lié à la terreur et à l'adhésion au Troisième Reich. Oui, monsieur, une dernière question, là. Oui, bonsoir. Vous avez parlé du kémalisme. Alors, j'aimerais que vous éclaircissiez les points que vous considérez comme fascistes dans l'idéologie d'Atatürk. Alors, premièrement, je n'ai pas dit, d'abord, parce que si je l'avais dit, je ne serais pas revenu vivant de Turquie, où j'ai enseigné il y a quelques années, et j'ai donc parlé du kémalisme à mes étudiants. J'ai dit que, dans le livre que j'ai fait sur les fascistes au XXe siècle, j'ai analysé ce qu'étaient des fascistes et ce qui pouvait ressembler par certains côtés. Donc, je définis le kémalisme comme un national-populisme, de même que le péronisme est un national-populisme. Mais ce n'est pas un régime fasciste parce que ce n'est pas un régime totalitaire. Voilà, merci beaucoup.